Bonjour, je suis Marjane Abadi et on se trouve au Serenity Bar. C'est un centre de recueillement et de bien-être par la méditation et des méthodes de recentrage sur soi au centre de Bruxelles. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'interroger Tristan Moire, qui va nous faire le plaisir de venir à Bruxelles ce 17 et 18 mai, excusez-moi, pour une conférence puis un atelier sur les rêves et comment la conscience des rêves peut nous guider pendant nos moments éveillés. Est-ce que c'est bien ça ou je me trompe, Tristan? Tout à fait. Bonjour Marjane, bonjour à tous. Oui, donc une conférence sur le rêve, sur les fonctions du rêve et principalement dans un cadre de connaissance de soi. Et ensuite un atelier où on mettra en pratique l'interprétation du rêve. Donc les rêves des personnes présentes, un atelier qui permettra de décrypter ces rêves et d'amener à une connaissance de soi pour améliorer la relation à soi-même, être dans une réalité beaucoup plus contrôlée, pas contrôlée dans le sens où on prend le pouvoir sur les choses, mais où on est dans la gestion de sa vie. Oui. Pour juste dire deux mots à propos de vous, Tristan, moi je vous connais depuis 2000, mais 2003 je pense, mais vous avez animé une émission radio depuis 94 à Paris. Et beaucoup de gens, en fait, vous connaissent à travers cette émission de radio parce qu'il suffisait qu'ils appellent et vous ameniez des éclairages. Et moi-même, j'ai pu bénéficier, en fait, de votre façon de décoder les messages qui nous viennent qui me venaient de mon inconscient, qui ont été très éclairants sur mon chemin. Et je vous en remercie pour ça. Les personnes qui souhaitaient participer à l'atelier m'ont posé des questions en préparation de notre entretien. Et si vous me permettez, j'aimerais bien me faire la voix de ces personnes en vous transmettant leurs questions. D'accord. Donc, il y a Florence qui demande est-ce que les rêves récurrents veulent dire vraiment quelque chose? Je sais qu'on vous pose très souvent cette question. C'est normal hein, quand on est là avec une rêve qui se répète, qui se répète, qui se répète. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors le rêve récurrent est à prendre effectivement en considération puisqu'il est le symptôme d'un blocage. Quand un rêve se représente, c'est qu'il y a une forme de blocage dans le psychisme. Nous butons sur un obstacle que nous n'arrivons pas à dépasser. Et donc le rêve nous signifie qu'il faut regarder la nature de cet obstacle pour comprendre pourquoi on n'arrive pas à le dépasser. Et la gestion, donc l'interprétation d'un seul de ces rêves permet de comprendre les enjeux, ce qui se cache derrière, et donne des outils à la personne pour mieux gérer son évolution, puisque qui dit blocage dit interruption d'évolution. Et ça permet de se libérer de formes qui étaient des schémas d'échecs, et donc d'avancer. D'accord. Donc, intrinsèquement, notre psychisme essaye de nous dire quelque chose Oui, qui est un mécanisme sur lequel on bute. oui. Donc là, dans la vision freudienne et jungienne, le rêve est un messager de l'inconscient vers le conscient. C'est-à-dire que le conscient, c'est plutôt le moi, c'est la partie qui veut contrôler justement, qui gère la réalité. Et l'inconscient est une partie beaucoup plus objective, qui voit les réels problèmes, qui a conscience de tout, mais qui remet en cause nos fonctionnements, nos schémas. Et donc le rêve va utiliser des images voilées la plupart du temps, c'est-à-dire des images codées, qu'il va falloir interpréter, pour nous raconter une histoire, pour nous dire, voilà ce qui se passe exactement dans notre vie. Le rêve va faire la mesure des points positifs et des points négatifs. Donc évidemment, les points premiers qui vont apparaître sont souvent les points négatifs, donc comme les rêves de blocage, les rêves récurrents, mais derrière, il y a aussi tout le potentiel qui est décrit. Et donc un rêve contient autant d'informations positives que négatives, et la gestion des informations négatives nous permet d'accéder à cette réalité positive qui est notre conscience élargie.
D'accord. Là, il me vient une autre question, c'est comment est-ce que votre méthodologie conjugue les aspects freudiennes, les aspects jungiennes? Est-ce que vous faites un choix? Est-ce que c'est un mélange des deux? Alors effectivement, je me sers du matériel de ces deux grands fondateurs. Il y a des choses très importantes qui ont été énoncées par Jung, qui ont été augmentées ensuite, pardon, qui ont été énoncées par Freud et qui ont été énoncées, après augmentées par Jung. Mais je me sers beaucoup de la théorisation freudienne, puisque donc, je suis psychanalyste et je me sers des éléments que Freud a mis en place, notamment l'instance, la seconde instance psychique, la topique freudienne de l'inconscient, c'est-à-dire ça, moi sur moi. Le rêve va utiliser des éléments du ça, des pulsions. Donc je veux, je désire, j'ai besoin. Tout ce dont l'organisme vivant va mettre en place, tout ce qu'il va mettre en place pour pouvoir vivre et prendre de la place. Et le surmoi qui est lui un cadreur. C'est-à-dire que le surmoi, c'est une instance qui va contrôler, c'est notre mystère de l'intérieur, qui va contrôler ce qu'on aura de faire ou pas. Si cette instance est bien construite, si le surmoi est bien construit, le ça va pouvoir s'exprimer, et à ce moment-là, le moi, qui est la partie donc active et consciente de l'individu, va s'épanouir dans son milieu. Mais souvent, il y a des failles dans la construction, puisque être parent, c'est le métier le plus difficile au monde, et il n'y a pas de réel mode d'emploi. Donc, comme beaucoup, tous les parents bricolent, et ils font avec ce qu'ils peuvent, du mieux qu'ils peuvent, ou souvent du plus mal qu'ils peuvent, parce qu'il y a quand même des gens, il y a des parents toxiques aussi. Heureusement, c'est pas la majorité. Mais donc, le surmoi va intervenir énormément dans le rêve, c'est-à-dire qu'on va voir des constructions du surmoi qui vont dire j'ai le droit, j'ai pas le droit. Et quelquefois, le surmoi interdit d'être heureux sans qu'il y ait de raison précise. Simplement, c'est une tradition, c'est un schéma familial, par exemple, qui se reproduit. Ce qu'on appelle une loyauté. Et donc, le rêve va mettre en évidence ces schémas qui ont été fortement décrits par Freud. Ensuite, je vais me servir beaucoup du matériel jungien, c'est-à-dire la notion d'inconscient collectif. Donc, une donnée que Freud a eu pardon, excusez-moi, je me trompe à chaque fois, que Freud a eu du mal à intégrer, même s'il reconnaît l'existence d'un inconscient collectif, il pense qu'il intervient très très peu dans la construction du rêve. Et donc, les Freudiens vont travailler plus en mode associatif, c'est-à-dire ils vont faire élaborer le rêveur, ils vont le faire associer les images qu'il voit, parce qu'ils n'ont pas toujours la connaissance de ce langage du rêve, c'est-à-dire le monde symbolique et la construction syntaxique du rêve. Mais donc, dans une perspective plus jungienne, moi je vais me servir du matériel de l'inconscient collectif, c'est-à-dire les symboles universels, sachant que ces symboles sont effectivement intelligibles et signifiants pour tous, quel que soit notre âge, notre culture et notre environnement. Et si je peux apporter un éclairage par rapport à ça, j'ai l'impression que tant qu'on reste dans les associations, on évolue dans une fenêtre qui nous est connue. Or, la plupart du temps, il est intéressant d'élargir cette fenêtre parce que c'est la partie qu'on ne voit pas qui peut amener un éclairage, cette partie conscience symbolique des symboles universels permet de ne pas se limiter à nos schémas et d'aller au-delà parce que ça nous énonce quelque chose dont, si on était conscient, on ne tomberait pas dedans. Si on savait qu'il y a cette embûche-là, on l'éviterait. Et donc, c'est très, très important et c'est ça qui a été pour moi extrêmement libérateur dans votre façon de faire. Magnifique. Merci. Donc, oui, vous avez raison, effectivement, l'association, c'est un des écueils de la méthode associative, elle tend à renforcer les résistances. On va tourner autour du sujet, on va tendre à rester dans le monde connu, et tous les éléments qu'on ne veut pas entendre, finalement, on va les éluder. Tout à fait. Et là, vous avez raison, l'interprétation du rêve est une communication. C'est deux personnes qui communiquent. Il y a une interaction entre le rêveur et l'interprète. Et plus, effectivement, on va dans un sens précis, que le rêveur valide évidemment, plus on va pouvoir le permettre d'aller dans un domaine moins connu, c'est-à-dire sortir de ses schémas. Oui, c'est absolument ce que j'ai ressenti. Un élargissement de
de point de vue. Et de champ de conscience, donc Tout à fait. c'est une forme de méditation, mais Oui, donc c'est intéressant parce qu'il y a également cette idée de Bettina qui demande comment peut-on consciemment influencer ses rêves? Si oui, comment? alors déjà, je ne suis pas pour la modification du contenu du rêve. Mhm. Par exemple, il y a une grande mode actuellement, c'est le rêve lucide. Oui, Donc voilà, on a besoin de se réfugier dans un imaginaire et dans la toute-puissance infantile. oui. Pouvoir influer sur le contenu de ses rêves et être conscient pendant les rêves, c'est souvent altérer le contenu du rêve. Hmm. Le rêve devient un champ ludique. Bon, c'est pas désagréable, hein, mais on est dans une forme de toute-puissance magique et on ne laisse plus le rêve s'accomplir. C'est-à-dire que si on intervient dans les productions de l'inconscient, on va moins entendre ce que l'inconscient nous dit. Oui, oui, je Ça, comprends. c'est la première remarque que je ferais. Ça sert à quoi? Si ce n'est à aller dans un Luna Park et à se faire plaisir, quoi. D'accord. Mais par contre, il est évident que devant certains types de rêves, je peux influer la personne, je peux demander à la personne d'influer sur le contenu de son rêve. Pour les rêves de poursuite, par exemple, Oui, pour des formes très récurrentes, dans les rêves de poursuite, il n'y a jamais d'issue et la personne se réveille parce qu'elle est poursuivie par elle ne sait pas quoi. La plupart du temps, elle ne voit pas ce qui la poursuit, elle sait que ce sont certaines formes, mais elle ne les voit pas réellement. Et donc, ce que je peux conseiller à la personne, c'est de se retourner, de regarder ce qu'elle fuit. Quelles sont les choses qui reviennent, les revenants qui sont derrière elle, qui lui font peur. Et donc, avec un conditionnement, endormissement, avec respiration, village de la pensée et induction d'image, la personne peut arriver à un moment donné, effectivement, à changer, à modifier le scénario du rêve, de ne plus s'enfuir, mais à affronter ce qui la terrorise. Et là, souvent, elle s'aperçoit que ce qui la terrorise, ben, c'est pas grand-chose. Puisque ce qui est vécu pendant le temps du rêve, et surtout dans les moments de poursuite, c'est une charge émotionnelle qui est celle de l'enfant et non pas celle de l'adulte. C'est-à-dire que pendant le temps du rêve, nous revivons des émotions, puisque le rêve est d'abord un moment de gestion de nos émotions. Nous revivons des émotions qui ont été vécues par l'enfant, mais pas par l'adulte. Et donc, il y a besoin d'actualiser, de se faire une mise à jour et de regarder exactement pourquoi on fuit. Et donc, émotionnellement, l'adulte va être capable de gérer ce que l'enfant n'était pas capable de gérer. oui. Et, Cela, oui. ah pardon, excusez-moi, je vous ai coupé. Non, je trouve qu'il y a énormément dans cette partie-là, c'est-à-dire l'encouragement à faire face, l'encouragement à tout en sécurité, se mettre face aux choses qui nous bouleversent et qui nous font peur. Il y a énormément de correspondance avec le travail de pleine conscience où on, en toute sérénité, on va vers la prise en conscience de la conscientisation de nos schémas et de ce qui nous fait peur et de nos réactions par rapport aux choses. En effet, il y a cette part-là, il y a cette invitation-là, mais c'est comme vous dites, c'est pas Luna Park. L'objectif n'est pas de s'enfuir, l'objectif est de faire face. Oui, Et toute la différence est là. voilà, donc on peut agir dans ce sens, ce qui est comme vous le soulignez parfaitement, on affronte ce qui nous fait peur, on regarde en face les choses, parce que là c'est directement une augmentation de notre conscience, une augmentation de notre conscience. Et ensuite, on peut aussi provoquer des rêves de genre, c'est-à-dire qu'on peut aussi souhaiter rêver d'une chose, mais donc induction avant de s'endormir, respiration, vacuité, et après induction des images. Et au bout d'une semaine, on peut proposer un thème qui certainement va se mettre en place, peut-être une semaine, peut-être 15 jours. Mais là, ça peut être intéressant parce que là, on va solliciter, on va stimuler plus précisément notre cerveau pour qu'il produise des rêves à thème pour qu'on puisse mieux les gérer. C'est-à-dire, par exemple, si quelqu'un a toujours des situations d'exclusion, cette personne peut travailler de façon à interroger Oui,
et se rendre prêt à entendre quels sont ces schémas, quelles sont ses préparations, qu'est-ce qui fait en lui, dans son psychisme, dans sa structure, le lit pour donner prise peut-être à des manipulateurs, donner prise à des comportements inadéquats, Ouais, donner prise à des choses qui font que dans sa vie, par exemple, ça aboutit à des échecs ou à tomber dans un environnement non accueillant ou peu importe, mais en tout cas aller à la rencontre. Donc il s'agit de ne pas induire quelque chose qui me fait plaisir, mais plutôt laisser la porte ouverte à toute chose qui vient, dire quelque part, je suis prête pour accueillir ce qui vient tout à fait. et en prendre conscience. Voilà, et encore plus schématiquement, pour voir dans quelle situation, qu'est-ce qui fait qu'on se sent victime, Mhm. et peut-être même voir aussi d'autres choses, quelquefois, pourquoi on est bourreau. Mhm. Ce qui est Pourquoi, les deux côtés d'une même pièce très souvent. voilà, exactement, tout à fait, puisqu'on est double et on n'est pas que victime, hein. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Donc, pour répondre à Bettina, ce n'est pas, elle pose là précisément ce qu'elle dit, peut-on consciemment influencer ses rêves? Il ne s'agit pas d'influencer les rêves, mais d'influencer le processus du rêve en se disant je suis prête à accueillir. Ce n'est pas le contenu, mais le processus qu'on influence. Voilà. Et quand le rêve se produit, il y a quelque chose qui est très important, c'est de le noter. Oui. Puisque quand on note un rêve, déjà, on a une action très positive, c'est qu'on va donner une forme concrète à une forme évanescente. Et Mhm. donc, comme le rêve est une émanation de notre désir, comme il est une émanation de notre essence profonde, plus on va noter nos rêves, plus on va donner du corps à ce que nous sommes. Mhm. On donne de la valeur à ce moment-là à ce que nous sommes, même si on ne le fait pas interpréter ou pas tout de suite. Mais c'est toujours très intéressant de noter ses rêves, pas non plus de façon compulsionnelle, hein. Mais si on note au moins un rêve une fois par semaine, à ce moment-là, on donne de la valeur à ce que notre inconscient produit, à ce que nous produisons donc nous-mêmes. Donc, on donne de l'espace à soi. Voilà, et ce qui passe au travers de nous est très important. C'est également, je vois un parallèle avec mon métier à moi, qui est la méditation pleine conscience, où on donne de l'espace à soi, quelque part. On prend ce temps-là et ô combien c'est difficile. Donc, votre invitation, c'est pour votre atelier de 17 et 18, préparez-vous, mettez votre crayon et papier à côté de vous pour avoir des rêves, pour venir les interpréter pendant l'atelier. Voilà, notez-les surtout, oui, tout à fait. D'accord. Donc, Bettina a posé également une autre question. Je me permets de revenir vers vous avec cette deuxième question qui est comment se souvenir de ses rêves? C'est pile dans la suite de notre conversation. Quand on pense qu'il y a peu de rêves. Ah oui, alors là, effectivement, c'est une croyance, puisque on rêve en moyenne 1 heure et demie à 2 heures par nuit, Mhm. et sachant que pendant le temps du rêve, les choses sont précipitées, par exemple, un rêve se déroule en quelques secondes. Et il y a un rêve qu'on va prendre 5 minutes, enfin, ou 3 minutes à raconter. En général, il se produit en 3 secondes, hein. C'est-à-dire que c'est comme un ordinateur, il y a une montée d'informations que le cerveau va ensuite gérer dans un contexte qu'il va mettre dans une chronologie. Mais un rêve dure très peu de temps. Donc nous rêvons énormément. Ce sont des fonctions inhérentes au cerveau dont on a besoin la nuit. Il y a un reconditionnement, il y a une gestion des informations, on les prend pas, on accumule de la mémoire comme ça, et il y a aussi la phase qui s'exprime vers l'extérieur, c'est-à-dire je suis, voilà ce que nous sommes à l'intérieur et qui a besoin d'être mis en place. Donc on s'en souvient pas forcément, mais le temps du rêve et la mémoire du rêve est une chose assez inéquitable selon les individus, puisque déjà selon le genre, on s'en souvient plus ou moins bien, parce que les femmes se souviennent mieux en général et tiennent plus compte de leurs rêves que les hommes. Mhm. Mhm. Et sinon, même chez les femmes, il y a des iniquités de mémoire. Et il faut à ce moment-là faire un protocole, c'est-à-dire dès que je me réveille naturellement, ou même avec le réveil, c'est que je viens de rêver.
puisque normalement, la fin de cycle se produit un rêve d'émergence, et pour moi, le rêve d'émergence, c'est le matériel idéal pour travailler, Mhm. c'est le rêve qui nous réveille, Mhm. et donc qui se produit naturellement quand nous ne sommes pas sollicités par un réveil. Mais par quand on est habitué à se réveiller à la même heure, même avec le réveil, notre inconscient va envoyer des messages à ce moment-là. Mhm. Et donc, pour s'en souvenir, d'abord il y avait l'induction, effectivement, je souhaite rêver de tel thème de rêve, et je laisse ensuite mon inconscient faire le travail. Donc le rêve devrait se produire quand on le sollicite. Ensuite, Mhm. il y a les moyens mémotechniques, c'est-à-dire je me réveille, donc dès que j'ai conscience que je suis réveillé, c'est que je viens de rêver. Donc, au lieu Mhm. de me projeter dans la journée, dans les contraintes, les obligations, donc ne plus être axé sur son présent, on essaie juste de rester dans ce moment-là et de revenir une ou deux secondes en arrière. Je me réveille, c'est donc que j'ai rêvé, qu'est-ce que j'ai rêvé? Et si on oublie les contraintes et les obligations de la journée, à ce moment-là, on peut mieux se souvenir du matériel du rêve. Mhm. Mais Donc, chez les hommes, il y a un moyen, comme ils ont une moins bonne mémoire de leur rêve que les femmes, il y a un moyen mémotechnique très simple que tous les hommes, quand un homme rêve, il est systématiquement en direction. mhm. D'accord. Et à ce moment-là, Donc, dans la salle, c'est là qu'il y a beaucoup d'hommes qui s'écrivent: Ah, mais je suis un grand rêveur. d'accord. Donc, c'est Donc, un moyen mémotechnique qui est un baromètre. Je suis en direction, donc je viens de rêver. Chez une d'accord. femme aussi, mais ça ne se voit pas. Ok. Donc, est-ce que à ce moment-là, en tout cas, moi, je sais que je garde de quoi enregistrer parce que me réveiller totalement et noter, c'est comme si je quittais un tout petit peu le monde onirique, mais avoir un dictaphone et enregistrer, ça me permet d'avoir au moins des éléments et par la suite, avec un ou deux éléments, je me rappelle quand j'étais venue vous voir, je rêvais pas du tout. Je peux tirer les fils et arriver à quelque chose qui se précise quand je lui laisse de l'espace. Le tout, c'est de lui laisser de l'espace. Tout à fait. Et du crédit et de l'importance à ce matériel riche. Oui. Là, il y a la méthode du carnet, il y a la méthode du dictaphone. Oui. Moi, je conseille, si effectivement on a, par exemple, si ça se produit en pleine nuit, un dictaphone et de mettre quelques mots-clés. Oui, tout à fait, tout à fait. Et après, on peut tirer le fil de ces mots-clés, on y arrive. Là, on arrive presque au bout de l'entretien parce que vous avez commencé à parler du fonction de notre cerveau. Je vais mettre le lien partout où on va reproduire, donc sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, cet entretien. Il y a une très très chouette interview que vous avez donnée sur Europe 1 avec quelqu'un qui travaille en neurosciences sur les rêves, une chercheuse, où elle Oui, explique un peu plus le fonctionnement physiologique du rêve, le fonctionnement de notre cerveau, si vous êtes d'accord. oui. Est-ce qu'il y a autre chose que vous souhaiteriez rajouter, Tristan, avant de vous accueillir ce 17 et 18 mai à Bruxelles? J'espère Je pense nombreux. que vous avez fait le tour de la question. Là, il y a tout est dit. Là, simplement, j'ajouterais que si j'ai choisi de faire mon métier en travaillant sur le rêve, mon métier de psy, c'est que j'ai l'impression que c'est le matériel qui permet d'aller le plus vite dans la connaissance de soi, qui permet le plus vite de déblayer les choses. Dans les consultations, les personnes qui viennent me voir, on reste pas 2 ans, 3 ans. Hein. Ça dépend, il y en a qui ont besoin de temps, mais la plupart du temps, ça se règle très rapidement en 3 mois. Quand on travaille sur ses rêves, on arrive à conjuguer le malaise, à le conjurer plus précisément, et donc à empêcher les symptômes négatifs de se produire, et après on peut faire un travail de consolidation. Mais le travail sur les rêves, c'est vraiment ce qui permet d'aller le plus vite dans la conscience et la connaissance de soi. D'accord, très chouette. En tout cas, nous, on aura le plaisir
de vous accueillir à Bruxelles. Donc, ça nous évite de devoir prendre le TGV pour venir jusqu'à chez vous. Et encore merci pour votre temps, Tristan, et au plaisir de vous voir le 17 pour la conférence. Comme ça, les personnes qui auront d'autres questions pourront vous le poser. Et le 18 pour l'atelier. Merci beaucoup, Marjane. Merci à vous. À tout bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.